Miyamoto Musashi. Rien que le nom, ça évoque quelque chose, non? Samouraï légendaire, invaincu, 60 duels. C'est ça, une figure quasi mythique. Mais justement, derrière cette image du guerrier un peu implacable, il y a une vraie philosophie, une stratégie même, qui va bien au-delà du combat. Tout à fait. Et c'est ça qui est fascinant. On se demande même si ces idées, qui datent de 400 ans quand même, pourraient encore nous parler aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors, on va plonger dans des textes et des traditions japonaises vraiment fondatrices. Le fameux Gori no Sho, le traité des 5 roues de Musashi lui-même, bien sûr. Oui, Mais on va regarder aussi du côté du Bushido, la voie du guerrier, et puis quelque chose d'un peu différent, l'esthétique du théisme, la voie du thé. d'accord, on a des analyses, des extraits pour nous aider à décrypter tout ça. Voilà. Et notre but, en gros, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les clichés, hein. Le samouraï, la cérémonie du thé, bon. On veut extraire l'essence de ces voix. Quelle sagesse, quelle éthique, et Exactement. quelle vision du monde. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir comment dans ces trois traditions, l'esprit, l'intention, la posture intérieure, ça prime toujours sur la technique pure, sur la forme. C'est un bon point de départ. Alors, Musashi, né en 1584, c'est ça? Ouais, fin du XVIe siècle, province de Harima. Et il commence sa carrière de duelliste super jeune. Oui, 13 ans, premier duel gagné, incroyable. et il enchaîne, invaincu, jusqu'à presque 30 ans. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vers 30 ans, il commence à réfléchir. Il se dit, mes victoires, c'est pas juste ma technique. Il y a autre chose. Une prise de conscience. Oui, il parle de qualité personnelle, de respect des principes, et même il admet que ses adversaires étaient peut-être pas très forts tactiquement. Une certaine humilité quand même, hein. C'est ça. Et c'est là qu'il décide d'aller plus loin, de chercher ce qu'il appelle la voie, se forger matin et soir, comme il dit. Une quête de longue haleine. Oui. Et c'est le résultat de tout ça qu'il va écrire bien plus tard, vers 60 ans, retiré dans une grotte. Le fameux Gorin no Sho. Écrit pour son disciple, Terao Magonojo. C'est ça. Mais la portée, elle est beaucoup plus large. Musashi, il est convaincu que les principes d'un duel, ça s'applique à la stratégie militaire. Et même à n'importe quel domaine, en fait. Les affaires, le management. L'idée clé qui revient tout le temps, c'est que c'est l'esprit qui gagne, pas le sabre. Beaucoup dans le zen, qui a une grosse influence sur les samouraïs. Ah oui, le zen, bien sûr. La pleine conscience, le calme dans l'action. Exactement. Alors, Musashi, il structure son livre en 5 roues. Terre, eau, feu, vent et vide. C'est un peu comme un cheminement. D'accord. La roue de la Terre, c'est la base. La stratégie globale. Connaître son terrain, se connaître soi-même, un peu comme un charpentier qui connaît son bois et ses outils. Il donne aussi 9 principes pour pratiquer la voie, comme éviter la pensée perverse, se forger soi-même, des choses assez profondes. Et la roue de l'eau, alors Là, on rentre plus dans la maîtrise de soi, corps et esprit. Et c'est là qu'on trouve ce concept super important, voir sans regarder. voir sans regarder. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas juste regarder avec les yeux, c'est percevoir l'intention de l'autre, l'ambiance générale, ce qui se passe sous la surface, quoi. C'est plus une intuition, une vision large. D'accord, voir au-delà des apparences. C'est ça. Il insiste beaucoup sur un esprit calme, immobile, même en plein combat. Un esprit qui se laisse pas embarquer par ce qui se passe à l'extérieur. Et j'imagine que cette maîtrise mentale, elle est cruciale pour la roue suivante, le feu, le combat. Ah oui, tout à fait. Dans la roue du feu, il parle tactique, bien sûr, mais le fil rouge, ça reste la psychologie. Comment déstabiliser l'adversaire. Il y a des concepts assez imagés, comme presser l'oreiller. Ça m'intrigue, ça. Ah oui, presser l'oreiller. C'est l'idée d'anticiper ce que l'adversaire veut faire et de le contrer avant même qu'il ait commencé son mouvement. Agir sur l'intention, peu juste sur l'action visible. C'est subtil, hein. Très. Ou alors, devenir votre adversaire. Se mettre à sa place, imaginer ses craintes, ses doutes, pour pouvoir en profiter. C'est presque plus de la guerre psychologique que de l'escrime pur. L'esprit avant tout. Et cette importance de l'état d'esprit, de l'éthique même, au cœur de l'action guerrière, ça fait forcément penser au Bushido. Bah oui, le lien est évident. Bushido, littéralement, c'est la voie d'eau du guerrier, Bushi. C'est ce fameux code de conduite.
qui n'a pas toujours été écrit d'ailleurs. Non, longtemps transmis oralement. Les premières traces écrites, un peu structurées, comme le Hagakure, arrivent plus tard, à l'époque Tokugawa, une période de paix relative, où les samouraïs étaient aussi des lettrés d'ailleurs, faut pas imaginer que des brutes. Non, bien sûr. Et quelles sont les valeurs au cœur du Bushido? On pense tout de suite loyauté, honneur. Oui, ce sont vraiment les piliers. La loyauté, Chugi, qui pouvait passer avant la vie. L'honneur, Meiyo, perdre son honneur, c'était pire que tout. Le courage, Yu. La rectitude, Gi, faire ce qui est juste. Mais pas seulement. Non, il y a aussi la bienveillance, Jin, ce qui est intéressant pour des guerriers. La sincérité, Makoto. Le respect, Rei. La maîtrise de soi, bien sûr, et une certaine frugalité. C'est un ensemble cohérent, en fait. Et Musashi là-dedans, lui qui dit ne suivre aucun maître, aucune doctrine. Il s'inscrit comment par rapport au Bushido? C'est une bonne question. Musashi incarne certaines de ses vertus, c'est clair. La discipline, la maîtrise de soi, la recherche de la perfection dans sa voie, ces 9 principes dans le livre de la Terre, ça résonne avec l'éthique du Bushido. Comme se forger soi-même ou embrasser tous les arts. Voilà. Ça montre que le guerrier idéal, c'est pas juste un combattant. Mais Musashi reste très pragmatique. Son but ultime, c'est la victoire, l'efficacité. Le Bushido, lui, peut aller jusqu'à valoriser l'honneur au point d'accepter la mort, même si elle n'est pas efficace. C'est là qu'intervient le seppuku, le suicide rituel. Exactement. Pour le Bushido, le seppuku n'était pas vu comme un échec ou un acte de désespoir. C'était, le moyen ultime de laver son honneur, de prouver sa loyauté jusqu'au bout. Un acte de courage extrême, en fait, qui demandait un calme incroyable. Cette acceptation de la mort, on la retrouve chez Musashi aussi, non? Oui, mais peut-être sous un angle différent. Pour Musashi, ne pas craindre la mort, c'est surtout une condition pour pouvoir combattre librement, sans être paralysé par la peur. C'est au service de la victoire. D'ailleurs, il n'est pas tendre avec les autres écoles d'escrime dans son livre du vent. Ah non, il les critique vertement. Il leur reproche de s'attacher à des détails qu'il juge superficiels, la longueur du sable par exemple. Trop long, trop court. Voilà. Ou l'obsession de la force brute, les techniques trop compliquées, les gardes trop figés. Pour lui, tout ça c'est de la frime, ça éloigne de l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est quoi alors? C'est la volonté de vaincre, l'adaptabilité, sa fameuse garde sans garde, l'intelligence tactique, une approche très directe, très épurée, l'esprit, la stratégie, pas les fioritures. Et cette recherche de l'essentiel, du simple, du dépouillé, ça fait un lien assez étonnant avec une autre voie, non? Celle du thé. Absolument. On passe du bruit des armes au silence de la cérémonie du thé, et pourtant. Quel est le lien? Ça paraît si différent. Le lien, c'est encore cette idée de voix, de do, une discipline, une recherche de présence à l'instant. Et surtout, une esthétique qui valorise la simplicité, l'essentiel. Le wasibo-éthéisme qui s'est développé au Japon vers le XVe siècle, on le décrit parfois comme le culte du beau dans le quotidien. Trouver la beauté dans les choses simples. C'est ça. L'harmonie, la pureté, et même, chose surprenante, dans l'imperfection. L'imperfection. Ça, c'est intéressant. Ça va un peu à l'encontre de la quête de perfection absolue du guerrier ou de l'artisan, non? Oui, et c'est toute la beauté de la chose, très influencée par le taoïsme et le zen. C'est le concept de wabi-sabi, la beauté des choses imparfaites, modestes, qui portent les marques du temps. D'accord. La cérémonie du thé, le shano-yu, elle se passe souvent dans un endroit très simple, la sukiya. Une petite cabane, parfois juste une hutte, avec des matériaux naturels, bruts, souvent asymétriques. On est loin du luxe ostentatoire. L'idée, c'est de créer un moment de paix, d'harmonie, un peu hors du temps. Il y a cette histoire célèbre avec le maître de thé Rikyo. Il avait fait nettoyer son jardin à la perfection et juste avant que son invité arrive, il secoue un arbre pour faire tomber quelques feuilles mortes. Exactement. C'est l'illustration parfaite. Ce n'est pas de la négligence, c'est une appréciation du naturel, de la vie telle qu'elle est. La perfection trop parfaite, c'est un peu mort, un peu artificiel. Donc le théisme critique l'apparat, le superflu. Tout à fait. Comme Musashi critiquait les techniques de sabre trop fleuries. Dans les deux cas, on cherche l'authenticité, l'efficacité sobre. Que ce soit pour préparer un bol de thé ou pour porter un coup décisif. Et l'influence du théisme va bien au-delà de la cérémonie elle-même, sur toute la culture japonaise. Ah oui, elle est immense. L'architecture, les jardins zen, la céramique, pensez aux bols raku, simples, irréguliers, les textiles, la peinture,
la laque, la cuisine même, et la façon de vivre en général. Valoriser l'humilité, la simplicité, l'attention aux détails. Les maîtres de thé étaient vus comme des... Des artistes de la vie, oui. Ils cherchaient l'harmonie partout. Et ils partageaient avec les maîtres d'arts martiaux cette même exigence de discipline, cette quête d'une maîtrise qui dépasse la technique. Alors, si on essaye de faire le lien entre tout ça, Musashi, le Bushido, le zénisme, quels seraient les points communs, les fils conducteurs? Il y en a plusieurs, je crois. D'abord, cette notion centrale de voie, de do, comme un chemin de vie qui demande une pratique constante, une discipline. D'accord. Ensuite, l'influence très forte du zen, la pleine conscience de l'instant, le calme intérieur. Trouver un sens même dans les actions les plus simples. Oui. Puis, cette idée qu'on a déjà évoquée, la primauté de l'esprit, de l'intention, sur la forme extérieure, sur la technique seule. C'est valable pour le combat, pour l'éthique et pour l'art. Et enfin? Et enfin, une certaine esthétique commune, celle de la simplicité, de l'efficacité, sans fioritures inutiles, que ce soit dans la stratégie de Musashi, dans l'éthique sobre du Bushido ou dans l'art dépouillé du zénisme. Donc, on pourrait dire que le Bushido donne le cadre éthique. Oui, Musashi, lui, donne la stratégie de l'action efficace. c'est ça. Et le taoïsme apporte l'art de trouver la beauté et l'harmonie dans cette action, même la plus quotidienne. C'est une très bonne façon de résumer, je trouve. Et derrière tout ça, on sent bien les racines profondes du taoïsme et du zénisme. L'acceptation du relatif, l'importance de la nature, la valeur des choses simples, banales en apparence. On a même dit du taoïsme que c'était une sorte de taoïsme déguisé. Musashi termine son traité par le chapitre du vide, Q. Qu'est-ce que ça signifie, ce vide? C'est l'aboutissement? Oui, c'est l'étape ultime de la voie, en quelque sorte. Une fois que tu maîtrises parfaitement la technique, que tu as intégré tous les principes, il faut pouvoir t'en détacher. Le vide, c'est pas le néant. Attention. C'est plutôt un état de potentiel pur, de liberté totale par rapport aux règles, aux formes. D'accord. C'est arrivé à un point où l'action juste, elle émerge naturellement, sans même y penser, spontanément. Une fluidité qu'on recherche aussi dans l'idéal du maître zen ou du maître de thé. Donc, pour résumer notre exploration en regardant Musashi, le Bushido, le taoïsme, on trouve bien plus que des techniques ou des rituels anciens. Ah oui, largement. On découvre une vraie philosophie de l'action, une éthique de la responsabilité personnelle et une esthétique de la présence au monde, en fait. Tout à fait. Et ce sont des enseignements qui, même s'ils datent, résonnent de façon assez étonnante aujourd'hui, je trouve. L'autodiscipline, l'observation fine, la stratégie réfléchie, chercher le sens et la beauté dans le simple, dans l'imparfait, dans l'instant. C'est vrai. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour réfléchir un peu. Dans notre monde actuel, qui est souvent si complexe, si saturé d'infos, où l'on court après une perfection un peu idéalisée, parfois superficielle, Oui. mais que se passerait-il si on essayait d'intégrer consciemment ne serait-ce qu'un seul de ces principes? Par exemple, se voir sans regarder de Musashi. Essayer de percevoir l'essence des choses, au-delà de ce qui brille en surface. Ou alors, cette appréciation si particulière du théisme pour l'imparfait. Cette idée que la beauté se trouve aussi dans ce qui est humble, éphémère, incomplet. Comment ça pourrait changer les choses? Oui, comment ça pourrait transformer notre manière d'apprendre, de travailler, d'innover, ou juste de vivre notre quotidien. Il y a peut-être là une piste vers une forme de sagesse plus ancrée, plus sereine, qui sait.